Cette vidéo vise à vous expliquer comment les civils de l'arrière, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas au front pour combattre, se sont engagés dans la Grande Guerre. Au total, en France, 40% des hommes ont été mobilisés au front. Ce sont donc les femmes, les jeunes et les personnes âgées qui vont les remplacer pour faire fonctionner la société. Jusqu'en 1914, les femmes étaient pour la plupart cantonnées dans un rôle de mère de famille. Dès l'été 1914, elles sont mobilisées dans les campagnes pour assurer la production agricole, puis dans tous les secteurs de l'économie, dans les transports et progressivement dans les usines d'armement. Au Royaume-Uni, on les surnomme les munitionnettes. On les retrouve aussi au front, notamment dans les hôpitaux militaires. Cette entrée des femmes dans la vie active a marqué les esprits et fait évoluer les mentalités. Désormais, les femmes qui ont su remplacer les hommes vont désirer être davantage traitées sur un pied d'égalité. Comment les États mettent en place une véritable économie de guerre ? La production d'armes devient au fur et à mesure que la guerre se prolonge une préoccupation essentielle pour tous les pays belligérants. Aussi s'organise progressivement une véritable économie de guerre. Les gouvernements votent les budgets, les états-majors militaires déterminent les besoins et ce sont les industriels comme Renault ou Citroën qui exécutent les commandes. Dans les usines, pour faire face aux demandes, la durée légale du travail passe de 12 à 14 heures par jour, 6 jours sur 7, et le travail de nuit est généralisé. On peut même parler de travail forcé avec ce décret sur le refus du travail qui date de 1917. La guerre pousse à innover et à mettre au point de nouvelles armes. Les canons tirent des obus de plus en plus loin et ces obus contiennent des balles ou de la dynamite qui explosent au contact avec le sol. Les Allemands fabriquent même une très grosse pièce d'artillerie d'une portée de 120 km appelée la Grosse Bertha. Ils l'utilisent par exemple pour bombarder Paris en août 1918. On produit aussi des gaz de combat et pour s'en protéger, des masques dont on équipe les soldats. Puis, à partir de 1916, on produit des chars qui finissent par être déterminants dans la reprise de la guerre de mouvement au printemps 1918. Enfin, la guerre prend une nouvelle dimension avec l'aviation qui de reconnaissance devient progressivement une aviation de combat. De même, les sous-marins qui engagent les belligérants dans une guerre navale car le camp de l'entente est ravitaillé par les États-Unis et les sous-marins allemands cherchent à rompre les relations vitales entre les alliés. Mais produire des armes comme des uniformes ou ravitailler en nourriture le front exige des fonds importants. C'est d'abord par l'impôt que les États financent la guerre. Puis, ils font appel aux banques et à l'épargne populaire. En effet, contre une promesse d'intérêt versé après-guerre, les peuples confient leur argent ou leur or. De nombreuses affiches les y incitent d'ailleurs. Bien sûr, tous ces efforts doivent être consentis par la population et les États pour que les civils gardent le moral contrôlent donc l'information. La propagande est omniprésente, elle montre l'ennemi sous de vilains traits et élève au rang de martyrs les populations des départements du Nord et de l'Est, occupés par les Allemands. Elle exalte aussi la victoire. Les courriers sont censurés, car les soldats ne doivent transmettre aucune information militaire qui pourrait être captée par des espions ennemis. Quant à la presse, elle est pareillement censurée et ne doit diffuser que des nouvelles positives, voire mensongères, pour ne pas désespérer de l'issue de la guerre. On peut lire par exemple dans l'Intransigeant de 1914 « Les balles allemandes ne sont pas dangereuses ». Pour terminer, les civils endurent aussi d'autres souffrances. Le quotidien est marqué par les restrictions, car l'État instaure le rationnement. Dans les villes notamment, on ne mange pas toujours à sa faim. Quant aux nouvelles du front, elles sont parfois cruelles, et toutes les familles ont, de près ou de loin, dû affronter le deuil.
Au total, c'est toute la société et l'économie qui sont mobilisées au service de l'effort de guerre. C'est pourquoi on parle de guerre totale.